Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance des plantes. Alors, 3 plantes qui se sont présentées aujourd'hui pour vous apporter une guidance. On verra dans la première partie de guidance justement la signification de la plante pour commencer à planter justement le décor de votre guidance. Donc c'est dans cette première partie que vous pourrez vous reconnaître ou non. Je vous présente à présent les 3 choix. Première plante qui est venue, il s'agit de l'absinthe avec le mot-clé prudence, choix numéro 1. Deuxième choix, la morille avec le mot-clé régénérer, choix numéro 2. Et choix numéro 3, le cornouiller avec le mot-clé défendre. Voilà, je vous laisse bien entendu aller voir en description où vous trouverez donc le timing. Je vous souhaite à présent une très belle écoute de votre guidance du moment, guidance des plantes. Je vous remercie d'être là et fidèle sur le fil d'Ariane. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Merci en tout cas d'être là. Belle écoute à vous et à bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix de l'absinthe avec le mot-clé prudence. Allez, on va tout de suite voir la signification de cette plante et tout simplement pour découvrir un petit peu le message de cette guidance, planter le décor. On va planter le décor avec l'absinthe. Alors, déjà au niveau de la plante, Artemisia, le beau nom scientifique de cette plante fait référence à la déesse grecque Artémis, déesse de la chasse et protectrice de la forêt. Selon l'herbarium d'Apulée, Artémis a donné cette plante à Chiron, le centaure guérisseur, qui a ensuite dérivé de ses feuilles une médecine. En retour, il a nommé la plante en son honneur. Son nom vernaculaire, absinthe, lui a été donné bien plus tard. On peut trouver des références à l'absinthe dans toutes sortes de textes, dans la Bible, dans l'œuvre de Shakespeare ou de Zola, et dans les anciens livres de recettes de cocktails. Cette plante médicinale était largement utilisée comme digestif, en dépit de sa toxicité potentielle, et elle est citée dans des recettes de nombreuses liqueurs digestives. Son amertume marquée et son odeur forte éloignent les papillons de nuit et autres insectes, et on s'en sert même dans des traitements contre les puces. Vous pouvez trouver de l'absinthe ou l'une de ses proches parentes dans de nombreuses régions de l'hémisphère nord et sud de l'Europe. Alors, les propriétés oraculaires. L'absinthe peut repousser la vermine et éloigner toutes sortes de problèmes de santé. Mais elle est aussi toxique à certaines doses. De la même manière, la prudence peut vous sauver la vie ou vous épargner des situations délicates. La peur ou l'anxiété peuvent aussi être toxiques. Beaucoup de situations exigent de la prudence et vous demandent de regarder avant de sauter. Si vous la rencontrez dans un contexte oraculaire, demandez-vous quelle zone de votre vie mériterait d'être examinée de plus près. Appelez la reine d'épée avec sa lucidité et son aptitude à voir au travers des tromperies et de la confusion. Le chevalier de denier offre une perspective différente qui parle de prudence comme d'un mode opératoire. Voici un chevalier qui ne charge jamais. Pour prendre une décision, il exige une approche mesurée à long terme plutôt que de l'impulsivité. Alors, il y a ici une notion d'entre-deux et de juste équilibre entre justement une surprotection, une surprudence et un côté trop anxieux. Parce que voilà, l'absinthe, elle a effectivement des propriétés qui vont aider, des propriétés digestives, mais à haute dose, elles peuvent être toxiques. Moi, c'est le message que je ressens ici, le message fort de cette plante pour vous, c'est ok, l'inquiétude, le stress nous fait être prudents, mais ça ne doit pas en fait nous bloquer complètement. C'est-à-dire que vous voyez, la prudence à haute dose, elle est toxique puisqu'elle nous empêche d'agir. Mais au contraire, l'impulsivité, parfois, nous fait aller trop vite et négliger certains détails. Donc ici, il y a une idée dans votre vie, il y a sans doute un endroit en ce moment où vous devez trouver le juste milieu, la juste dose entre prudence, sans tomber dans l'excès de prudence qui vous amène à l'anxiété et la peur et qui vous bloque et vous paralyse, et le fait d'agir, mais d'agir avec des précautions.
de prendre des précautions avant d'agir, avant de prendre des décisions peut-être trop hâtives. Vous voyez? Là, c'est vraiment le juste milieu qu'il faut trouver. Comment utiliser cette prudence dans votre vie, mais c'est une prudence à bon escient. Hein. Voilà, il y a, à mon avis, un contexte dans votre vie aujourd'hui qui vous appelle à la prudence. Allez, on va essayer de creuser ici avec le tarot. Premier message. Bon, bah là, on a l'ermite. Hein. Donc, effectivement, l'ermite, ici, on le voit, elle est en phase méditative ici, hein, cette ermite. Donc, elle est en pleine réflexion. Elle est en pleine réflexion avant de prendre justement une décision. Et là, on vous dit de faire appel à votre sage intérieur. On a cette chouette qui accompagne l'ermite. Donc l'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il va descendre à l'intérieur de lui-même pour voir justement ces zones d'ombre, pour prendre le temps du silence et de la réflexion justement. Il va prendre le temps de réfléchir, cet ermite. Hein, donc là, on a effectivement prudence. On vous appelle à la prudence et à la réflexion. Ne prenez pas de décision hâtive. Ici, c'est vraiment ça. Waouh! Deuxième carte, la mort. 2 arcanes majeures déjà ici. Hein. Donc, réfléchissez avant de couper net quelque chose. Hein. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que, à mon avis, vous voulez mettre fin à quelque chose, fin à une relation, fin à une situation dans votre vie, vous voulez mettre fin à quelque chose, ou en tout cas, vous voulez transformer peut-être aussi un lien. Vous voyez, hein, cette corde, ça me fait penser à un lien. Il y a peut-être un lien ou une relation que vous aimeriez voir changer, en fait, ou transformer. Vous aimeriez transformer quelque chose parce que, à l'heure actuelle, il y a peut-être quelque chose de toxique dans une relation. Peut-être quelque chose qui, vous voyez, en excès, ici, avec l'absinthe, ce côté excessif qui rend toxique. Hein, donc, il y a peut-être un comportement de quelqu'un auprès de vous qui est trop excessif, qui est toxique. Donc là, vous voulez, vous, changer quelque chose. Vous le sentez, en fait. Vous sentez qu'on vous appelle à la prudence et qu'on vous appelle, en fait, peut-être aussi au changement, à changer quelque chose. La mort, elle fait quand même table rase. Table rase de quoi? Aussi du passé. Ici, on a quand même 2 cartes aussi qui nous ramènent au passé, hein, parce que l'ermite, il regarde souvent d'où il vient, en fait. D'où je viens, quelles sont les erreurs que j'ai déjà faites dans le passé. Est-ce que je suis en train de les reproduire? Est-ce que je suis en train de reproduire les erreurs du passé? Est-ce que j'ai laissé peut-être une toxicité envahir ma vie petit à petit sans réagir? Ça peut nous parler de ça. Et la mort, c'est pareil, vous voyez, la mort, elle ferme définitivement une porte. Et elle coupe un lien pour pouvoir prendre cette nouvelle porte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé aussi de prendre des décisions pour avancer dans la vie. On est obligé de fermer des portes. On est obligé de fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles. On est obligé de couper des liens pour en trouver de nouveaux. Vous voyez ici, cette corde qui représente un lien, elle est défectueuse là. Elle est défectueuse, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, elle n'est presque plus liée. Il n'y a plus qu'un fil là, qui la maintient ensemble, qui la maintient tendue. Mais on voit que trop de tension, ici, si on augmente la tension de ces 2 liens, le lien se brise. Donc, s'agit-il ici d'une relation? S'agit-il d'un lien toxique dans votre vie? Après, voilà, ça peut être un lien sentimental, amical, familial, professionnel, peu importe où se trouve ce lien et où il est toxique en fait dans votre vie. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être vous reproduisez quelque chose qui s'est déjà produit dans votre passé. Là, j'ai 2 cartes qui m'appellent au passé quand même. C'est pas vrai, 3e arcane majeur. La roue de fortune. Alors la dernière, la 10 de coupe. Ok. Donc là, on met quand même le doigt sur votre vision du bonheur. Alors attendez, je vais juste recentrer les cartes ici. Avec ce 10 de coupe nous parle du bonheur. Et dans ce 10 de coupe, on a la famille qui est réunie ici. Hein. Vous voyez, hein, le couple, 2 enfants, l'abondance au milieu, on est heureux. On est heureux, mais justement, ici, on a une réflexion, on a la prudence, on a l'envie non seulement de couper ce qui est toxique, mais aussi de tourner cette roue de fortune. C'est-à-dire, vous avez envie de changer de cycle vis-à-vis de votre bonheur, quelque part, vis-à-vis de ce qui vous rend heureux. Est-ce que actuellement vous êtes heureux? Vous êtes dans cet état d'esprit-là? Est-ce que vous êtes avec les bonnes personnes? Ici, un 10 de coupe, ça peut nous parler du côté familial, bien sûr, sentimental, mais
ça nous parle d'inclusion dans un groupe de manière générale. Donc ça peut aussi s'appliquer à une vie professionnelle, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'on est suffisamment inclus dans le groupe dans lequel on évolue? Est-ce qu'on est à sa place ou est-ce que le groupe professionnel, amical, familial dans lequel on évolue est toxique pour nous? Est-ce que ça nous rend malade, hein? Parce que l'absinthe à haute dose, elle rend malade en fait. Elle rend malade. L'alcool aussi, hein, l'alcool à base d'absinthe, elle a été interdite à un moment donné parce qu'elle rendait les gens fous. Vous voyez? Donc il y a à une certaine dose des vertus et à une autre dose une toxicité. Donc ici, il y a, pour moi, chez vous, il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport au groupe auquel vous appartenez. Que ce soit un groupe couple, que ce soit un groupe familial, que ce soit un groupe amical ou professionnel. Il y a une notion de est-ce que je suis heureux dans la sphère dans laquelle j'évolue? Est-ce que je me sens suffisamment accueilli par les miens? Est-ce que je me sens suffisamment aimé? Est-ce que je m'aime d'ailleurs moi-même? Vous voyez, il y a une réflexion ici par rapport à tout ça. Il y a une envie vraiment avec la roue de fortune et la mort, une envie de changer quelque chose. Là, vous êtes vraiment en train de réfléchir à justement à tout ça. Et il y a une envie de changer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Expression de soi, créativité et la maison du taureau. Attendez, hop, je relève juste ça. Expression de soi, hein, quand même. Êtes-vous libre, encore une fois, dans la sphère où vous évoluez, êtes-vous libre de vous exprimer? Êtes-vous libre d'être qui vous êtes? Êtes-vous libre de dire, voilà, tout ce qui vous passe à travers l'esprit? Êtes-vous libre ou est-ce que vous taisez quelque part? Ou est-ce que vous mettez un masque? Vous voyez, ici, on a cette personne quand même avec le visage qui est peint. Il y a une part de vous peut-être aussi dissimulée. Hein, et on a d'ailleurs, une espèce de tirette là. Hein, c'est comme si, vous voyez, on enlève le masque d'un côté un garçon, de l'autre côté une fille. Je m'exprime, alors ça nous parle bien sûr de créativité, mais ça nous parle de la vraie personne qui est à l'intérieur de vous. Est-ce que celle-là, elle a le droit de citer? Est-ce que celle-là, elle a le droit de s'exprimer dans sa maison? Alors, ici, on a le signe du taureau. Alors, le taureau, alors oui, ça parle de finances. Ça parle de finances, ça parle aussi de dons et talents. De dons et talents et créativité. N'oublions pas que le taureau est quand même régi par Vénus. Vénus, c'est la planète la planète des dons et des talents, de l'expression de soi, de l'expression de ces dons et de ces talents. Est-ce que vous avez un don que vous n'exploitez pas? Est-ce que, vous voyez, un don créatif ici? Est-ce qu'il y a un don créatif que vous n'exploitez pas? Alors peut-être aussi parce que ça ne rapporte pas d'argent, ça ne rapporte pas matériellement parlant. Est-ce que aussi vous restez peut-être dans une situation, alors dans un couple ou dans un emploi, pour des raisons matérielles? La maison 2, c'est finances et possession également. Finances, possession, dons et talents. Ça nous raccroche aussi à la terre. Hein, et la terre, par extension, ce sont les possessions. Donc, est-ce que ici vous êtes en train de réfléchir par rapport à l'aspect matériel de votre vie? Par rapport à l'aspect matériel et par rapport à vos envies, en fait, à vos envies d'expression créative, mais qui seraient limitées par un groupe, un environnement dans lequel vous évoluez. Alors bien sûr, voilà, il ne s'agit pas là on est nombreux en fait, on est nombreux à avoir des aspirations différentes de la société matérielle dans laquelle on évolue. On est nombreux à avoir justement des dons et des talents qu'on a envie d'exploiter, qu'on a envie d'exprimer. Mais nous sommes dans un carcan. Dans un carcan qui est en train d'ailleurs de foutre le camp, hein, voilà, pour être assez brute dans mes mots, mais on voit bien que toute la structure de la société est en train de s'effriter. Donc forcément, ici, quelque part, le cœur prend le relais, parce que ce carcan ne nous rend plus heureux. Ce carcan n'apporte plus de bonheur.
Vous voyez, on ne trouve plus le bonheur parce que ça ne fait plus sens. C'est-à-dire que le carcan sociétal dans lequel on évolue est devenu toxique. Est devenu toxique et ne permet plus aux gens, aux êtres humains, d'exploiter leur part créative, d'exploiter leur part artistique. Parce que l'art n'est pas rémunérateur. Et aujourd'hui, c'est ça. Ici, c'est cette bourse. Cette bourse, ici, le fonctionnement actuel nous oblige en fait à faire des choses qui ne nous plaisent pas, à faire des choses qui n'ont pas de sens. Et beaucoup en fait. Aujourd'hui, la multiplication des burn-out dans notre société actuelle, elle est liée au fait que nous faisons des choses qui n'ont plus aucun sens. Voilà, il y a des emplois qui sont faits de tâches répétitives et qui n'ont aucun sens pour l'être humain. L'être humain a besoin de sens. Alors, quand on est dans une société où effectivement on est obligé de faire un travail rémunérateur pour se rémunérer, mais qu'on a suffisamment de temps à côté de ça pour s'appliquer dans les tâches créatives, pour justement exploiter notre côté créatif, on trouve un équilibre. Mais aujourd'hui, cet équilibre n'est plus là. Donc beaucoup de gens sont appelés vers justement un univers créatif. Que ce soit de la peinture, que ce soit des cartes, que ce soit des choses ésotériques, que ce soit de la sophrologie, que ce soit des côtés thérapeutiques, mais parce que ça a un sens. L'être humain a besoin de trouver un sens à sa vie. Mais le fait est que matériellement, on ne s'en sort pas avec ces pratiques-là. Et d'où, en fait, le besoin d'équilibre, le besoin d'équilibrer sa vie, parce qu'il faut tout de même subsister dans un monde matériel. Donc, il y a un appel à la survie quelque part ici. Donc oui, il faut s'exprimer, mais on est dans un carcan. Encore une fois, donc ce carcan, il peut être sociétal, familial, ça peut être le couple, le carcan. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie, mais il y a un carcan, à mon avis, vous vous sentez enfermé. Vous ne vous sentez pas libre d'être totalement vous-même. Et donc là, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas... la solution miracle, ce n'est pas d'abandonner cette maison 2, d'abandonner la maison 2, parce que les finances, les possessions, c'est ce qui nous maintient aussi en vie. C'est ce qui nous maintient ancrés au sol. C'est ce qui nous permet, en fait, de nous nourrir. Donc, il n'y a pas lieu ici d'abandonner, en fait, d'abandonner cette maison 2. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'absinthe du début. Il y a un côté impulsif de se dire « Ouais, non, mais moi, je fais un job alimentaire, là, j'en peux plus. Moi, j'ai envie d'être sophrologue. Voilà, moi, ça m'intéresse. Je vais me lancer en formation, je vais m'installer à mon compte et pif, paf, pouf, ça va marcher. » Bon, ici, c'est trop impulsif. Vous voyez, on ne peut pas couper là d'un coup. Alors oui, vous avez envie de tourner cette roue, oui, mais on vous appelle quand même à la réflexion. Comme il était dit dans le détail de l'absinthe, y aller version cavalier de denier. Le cavalier de denier, il n'est pas dans la précipitation. Si vous avez ce genre d'objectif, vous mettre à vos comptes, devenir thérapeute, quoi que ce soit d'autre, il va falloir y aller à petits pas. Encore une fois, l'absinthe, à petite dose, c'est un remède. À haute dose, c'est un toxique. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que là, oui, il faut vous exprimer. Oui, il faut aller vers ce qui fait sens pour vous, vers ce qui fait sens pour votre âme. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter d'un coup, d'un bloc, ce qui vous nourrit en fait. Il va falloir y aller petit à petit. Le taureau n'est jamais pressé par rapport au bélier qui le précède. Le bélier qui le précède est un impulsif. Il va justement extrêmement vite parce que l'aventure l'appelle sans cesse. Sans cesse, il y a besoin de renouveau, sans cesse, il y a besoin d'action, sans cesse, il y a besoin de mouvement chez un bélier. Le taureau, c'est l'inverse. En général, un signe astrologique fuit les qualités du précédent. Donc un taureau prend son temps. Regardez un taureau se mouvoir. Vous voyez, c'est lent. C'est doux, ça y va doucement. Donc ici, il y a quelque chose de ce type-là. Mais c'est lié à Vénus, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même vous ouvrir et laisser de la place à l'expression de vous-même. Il va falloir ouvrir un espace dans votre vie pour l'expression de vous-même, l'expression de cette part créative. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir en faire d'un coup toute votre vie.
Ici, on vous appelle vraiment à la prudence, on vous appelle à un respect d'un certain timing, en fait. C'est vraiment l'idée que j'ai. Allez, on va poursuivre. Alors, communication, chakra de la gorge, expression, échange, partage, lien. Et ensuite, on a les limites. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Alors, encore une fois, regardez. On a expression de soi et là, on a communication. Expression, encore une fois. Et là, on a la même chose que ça. On a les limites. En fait, cette guidance, voilà, les cartes se suivent et elles se répètent quelque part. Les messages se répètent. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité aujourd'hui pour que vous vous sentiez bien, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous soyez dans votre bonheur. Il y a une nécessité d'exprimer une part de vous, une part qui est peut-être dormante ou que vous aimeriez voir en fait grandir. Il y a de la créativité, de l'expression de soi. Mais il y a des limites à tout ça. Il y a des limites, encore une fois. Hein. Là, on a les barrières. On a, ici, c'est le chakra du plexus solaire. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, il y a une confiance en soi à avoir. Donc il y a une part d'assurance, mais il y a aussi une part de prudence. Hein, donc il va falloir effectivement aller vers l'expression de vous-même. Alors ça passe peut-être par le chakra de la gorge, donc il y a peut-être aussi des choses à dire. Si ici on ne parle pas de professionnels, voilà, j'ai pris l'exemple de je veux être sophrologue, mais on peut aussi prendre l'exemple de je suis dans un mal-être dans mon couple. Je suis dans un carcan qui est trop étroit, je joue un rôle, je ne suis pas moi-même, je me renie, je renie mes besoins fondamentaux qui parlent d'expression de moi-même, je fais toujours comme les autres le souhaitent, vous voyez, mais encore une fois, je ne pars pas du jour au lendemain. Je ne fais pas le grand saut parce que je ne m'exprime pas suffisamment dans mon couple, dans mon foyer, je pense ne plus avoir ma place. Il faut quand même borner les choses, vous voyez. Il faut avoir de l'assurance, de la confiance en soi, certes, mais ne pas aller trop vite dans le changement parce que ça vous mettrait en difficulté, en fait. Donc il y a vraiment une question de juste milieu. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le cadeau, la peine, la volonté et la fuite. Ouais. 3 petits chats, on a aussi surtout. Hein, on a 3 fois. Alors, dans cet oracle, l'oracle des sorcières, il y a 3 types de cartes en fait. Hein. Il y a les cartes des sorcières, les cartes des chats et les cartes des dieux et déesses. Donc là, vous avez 3 cartes de chat. 3 cartes de chat. Et une carte de sorcière avec cette carte de la peine. Hein. Elle est quand même assez violente, hein, cette carte. Hein. Quand même assez violente parce que moi, je pense qu'elle va avec ça. Elle va avec ça parce qu'il y a une part de vous qui est en peine ici. Vous voyez, on retrouve le 3 d'épée là. On retrouve le 3 d'épée sur cette carte et le serpent qui enroule cette sorcière. Donc le serpent représente ici la toxicité en fait, représente la toxicité, la contrainte. Donc il y a quelque chose qui vous enserre, qui vous empêche en fait de vous mouvoir et qui met votre cœur en peine, enfin qui met une part de vous en peine. Il y a, voilà, c'est-à-dire que ici, il y a une notion de préparer sa fuite quelque part, de préparer sa fuite face au serpent, face à ce qui vous enserre ici, à ce qui vous bride, ce qui vous limite et ce qui vous met dans la peine aussi surtout. Ce qui vous met dans la peine. Et je mettrai ici le cadeau avec la volonté. Parce que il y a une notion de vouloir aller vers du mieux en fait. De vouloir aller chercher ce cadeau dans votre vie. D'aller chercher ce qui... d'aller vers un endroit en fait qui vous récompense quelque part, qui vous récompense pour ce que vous êtes, d'aller dans un milieu, que ce soit professionnel ou que ce soit encore une fois sentimental, d'aller avec une personne qui n'est pas ce serpent, qui ne vous enserre pas, qui ne vous limite pas, Donc il y a vraiment une part de vous à libérer là. Il y a une part de vous à libérer, il y a une certaine, une idée aussi de reconnaissance là,
que vous ne recevez pas actuellement, j'ai l'impression. L'impression que, voilà, c'est ce cadeau que vous attendez quelque part. Peut-être que vous donnez beaucoup de votre personne et que vous ne vous sentez absolument pas récompensé pour ça. Vous ne vous sentez pas récompensé, donc il y a une volonté de fuir ici. Pour moi, il y a une volonté de fuir, une volonté de partir, de quitter quelque chose qui est devenu trop toxique, mais de le faire avec une certaine persévérance aussi. Il y a de la volonté à avoir, une persévérance, mais d'y aller doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, de préparer sa fuite, vous voyez, de la préparer. De ne pas y aller sur un coup de tête, en fait. Bon, tous les messages se répètent ici. Mais voilà, il y a quand même une part de vous ici qui est en peine. Il y a une part de vous qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas dire ce qu'elle est, ce qu'elle pense, qui elle est vraiment. Et alors, ça peut avoir un lien, effectivement, avec de l'argent ou avec un foyer. Ou avec vos dons et talents. Après, cette carte des limites, elle vous invite aussi justement à poser les limites. À poser des limites dans votre vie. Parce que ça n'a peut-être pas été clair, en fait. Il y a peut-être des liens, des relations ici où vous vous êtes laissé manger parce que vous n'avez peut-être pas posé suffisamment de limites. C'est tout simple, hein, quand on dit oui, 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 eh ben, à un moment donné, voilà, on n'ose plus dire non. On n'ose plus dire non, on n'y arrive même plus. Et l'autre en face, il a tellement l'habitude que ce soit toujours oui, 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 qu'il ne s'attend même pas à un non et qu'il ne va pas comprendre le non. Donc il y a des limites qui n'ont peut-être pas été posées en fait. Il y a des limites qui n'ont pas été posées et du coup vous vous retrouvez dans un excès, dans une toxicité, au lieu d'être à l'équilibre. Bon, on va découvrir la dernière carte ici avec l'animal guérisseur qui a un conseil pour vous aujourd'hui. Il s'agit du panda. Le panda. Allez, on va voir le message du panda pour conclure votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le panda? Mots-clés, gardien de la paix. Équilibre, harmonie, stabilité, action lente et stable. C'est énorme. Élémentaire, force douce, connexion aux sagesses orientales, chance, prospérité, soin des autres. Une grande partie de l'histoire du panda se situe en Chine où il est considéré comme un trésor national et un symbole de paix et de chance. Le panda vit essentiellement dans des forêts de bambou, dans les hautes montagnes du sud-ouest de la Chine où il passe la plus grande partie de son temps à engloutir d'immenses quantités de bambou. En chinois, la traduction du mot panda est ours-chat. C'est drôle, hein, je vous ai dit la prédominance des chats là. C'est un ours-chat, c'est quand même dingue. Représentant ainsi la force de l'ours et la douceur du chat. Même si ce n'est pas évident à première vue, le panda incarne certaines qualités de guerrier. Sa force lui vient du fait qu'il est profondément ancré dans la terre et que, contrairement aux autres ours, il peut supporter des hivers difficiles sans hiberner. Le panda démontre également une agilité surprenante et il peut facilement grimper aux arbres. Avec son énergie tranquille, cet animal offre un soutien puissant pour nous aider à maintenir un rythme et une direction stable dans nos efforts. Dans la nature, le panda est un animal plutôt solitaire. Il est très sensible à son environnement et peut facilement devenir stressé lorsqu'il y a trop de mouvement ou de bruit. C'est pourquoi le panda souligne l'importance d'être attentif à nos frontières personnelles. Tiens donc, les limites, elles reviennent là. Être attentif à nos frontières personnelles. Vous voyez, ici, il y a un environnement, je vous l'ai dit, un groupe, un environnement qui ne convient plus, qui est devenu toxique parce que c'est pour ça que vous avez besoin de solitude et de réflexion avec l'ermite, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez changer par rapport à cet environnement, parce que ça ne convient plus. Il y a des limites personnelles à mettre, il y a des barrières à émettre là. Il est bon d'avoir un espace sûr où l'on peut se sentir ancré, nourri et à l'aise avec nous-mêmes. À l'aise avec nous-mêmes, dans l'expression de soi. Ici, voilà, à mon avis, vous n'êtes plus dans cette situation. Enfin, le cadre où vous évoluez n'est plus en harmonie avec vous-même.
Parfois, se reposer et se retirer dans un havre de paix personnelle est essentiel pour rétablir l'harmonie intérieure. Le panda nous aide à nous souvenir qu'être conscient des énergies qui nous entourent est très différent de nous abandonner à elles. Et avec son énergie centrée sur le cœur, il nous encourage à trouver un équilibre harmonieux entre le corps, le cœur et l'esprit. La fourrure noire et blanche, très caractéristique du panda, l'associe à l'harmonie du yin et du yang, ce symbole oriental qui représente l'unité primordiale. Toute existence prend naissance dans ce flux entre les énergies masculines et féminines. Comme le symbole yin-yang, la médecine du panda nous aide à intégrer les aspects polarisés de notre personnalité pour qu'ils puissent s'unir en un tout harmonieux. Le panda nous rappelle l'importance de l'équilibre entre les polarités et souligne le message de la stabilité. Il nous encourage à trouver un chemin équilibré et nourrissant dans la vie et à cultiver la douceur et la tendresse envers nous-mêmes et les autres. Voilà, équilibre et stabilité. Ah, et encore une fois, regardez un panda évoluer, hein, c'est pas un guépard, quoi. C'est pas un guépard, il démarre pas au quart de tour, et c'est pas l'animal le plus rapide du monde. Le panda, il évolue doucement mais sûrement. Donc il y a ici, pour trouver une solution aujourd'hui pour vous, il y a déjà un appel au calme pour revenir au centre, vous raccrocher aussi à la terre, hein, ce taureau, vous voyez, il y a un aspect de lenteur aussi. Il y a un aspect de lenteur, de revenir à quelque chose de plus lent. D'arrêter aussi de vous faire manger par votre environnement. Votre environnement, ici, vous voyez, ce serpent, il vous enserre petit à petit. Il y a besoin d'un retour à la solitude, mais c'est pas une solitude... il ne s'agit pas ici de vous mettre en retrait à 100% du monde, encore une fois, mais de trouver un équilibre. De prendre du temps pour vous, parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que vous avez besoin d'émettre des limites, en fait, avec votre environnement. Votre environnement, il vous mange. Il vous mange ici et il vous empêche, en fait, d'être... il vous empêche d'aller vers cette part de vous qui ne s'exprime pas suffisamment aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut trouver un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut entièrement rejeter l'environnement actuel dans lequel vous êtes, voilà, ou ce carcan sociétal. Il ne faut pas le rejeter entièrement, mais il faut libérer de l'espace. Libérer de l'espace pour vous recentrer, pour retrouver votre calme, votre sérénité et une certaine stabilité intérieure. Parce que là, vous êtes en train de vous faire manger par l'extérieur. Vous avez envie de changement, vous savez que vous avez besoin de changer quelque chose. Parce que il y a de l'excès. Mais il faut revenir au centre et surtout à l'équilibre et à l'harmonie. Voilà mes chers amis. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que le message de l'absinthe vous aura été utile aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie. C'est vraiment toujours très intéressant à lire. Merci infiniment à tous ceux qui me laissent des commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette guidance, parce que moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci infiniment de votre présence. Merci pour tout. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne continuation. Et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Bonjour à vous qui avez fait le choix de la Maurie avec le mot-clé régénérer. Allez, on va tout de suite découvrir le message de la Maurie, enfin la signification déjà de la plante et son message oraculaire, pour planter un petit peu le décor et voir donc voilà, voir la thématique du tirage de la guidance de la Maurie. Donc ici vous pouvez trouver, voilà, voir si cette guidance est bien pour vous, hein, de par les premiers messages. Alors, la Maurie, très prisée comme ingrédient culinaire, ce champignon fait les plus grands délices des glaneurs. En dépit de nombreuses tentatives, cet organisme n'a jamais pu être domestiqué, et on ne le trouve que dans la nature. La Maurie est riche en vitamine D, en fer et en vitamine B. Il ne faut jamais manger les Mauries crues et il est essentiel de bien les identifier. Si vous cherchez des Mauries, vous les trouverez le plus souvent à proximité ou en dessous de pins, d'ormes, de tulipes, de sassafras, de hêtres, de frênes, de sycomores et de noyers blancs. Cependant, le frêne et l'orme semblent avoir les faveurs de ce champignon, surtout si l'arbre est mort ou mourant.
Les souches en putréfaction et les arbres tombés au sol, carbonisés, coupés, ou un sol labouré sont parfois le meilleur endroit pour trouver des morilles. Beaucoup de gens ont essayé de les cultiver, mais leurs efforts n'ont eu que peu de succès. Le cycle naturel de la vie et la mort de la forêt est essentiel à cet organisme qui est en relation avec la carte de la mort dans le tarot, ce qui nous rappelle que la dévastation est souvent la porte de la régénération. Propriété oraculaire. Ce champignon peut se montrer évasif et mystérieux. Sa chasse constitue la moitié du plaisir. Dans les zones boisées qui ont été endommagées par le feu, les morilles reviennent souvent en abondance l'année suivante. C'est cette qualité qui a inspiré son indication oraculaire, régénérer. Alors, les premières impressions que j'ai, moi, par rapport à cette carte, c'est effectivement le phénix, vous voyez, puisqu'ici on parle de feu, de sol carbonisé, de cendres, et quelque chose qui sort des cendres, ça me fait vraiment penser à la thématique du phénix, en fait, qui renaît de ses cendres. Donc, il y a sans doute chez vous un terreau favorable, c'est-à-dire que vous avez dû passer par le feu, par quelque chose qui vous a dévasté, quelque chose qui vous a brûlé intérieurement, quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose qui est... Vous êtes passé par la dévastation. Hein, mais je pense que c'est derrière vous déjà la dévastation. Ici, vous êtes maintenant en pleine régénération. C'est-à-dire que il y a quelque chose à sortir de ce terreau dévasté, de cette dévastation qui a eu lieu dans votre vie. Il y a quelque chose à en sortir. Il y a quelque chose qui va naître en fait de ça. Souvent, les épreuves dans une vie, les épreuves, les deuils, les pertes, les fins, les ruptures sont des terreaux favorable à la mort, c'est-à-dire au changement, à la transformation. Donc il y a une transformation en cours à l'intérieur de vous. Et cette morille, délicieuse morille, quelque chose d'extrêmement bon, hein, chargé en vitamines, en fer, qui est très bon pour l'organisme, quelque chose de très bon va sortir de là, va sortir de ce terreau favorable. Hein. Donc moi c'est un petit peu la première impression que j'ai. Donc si vous êtes à peu près dans ces énergies, vous les avez traversées récemment, ben restez avec moi, on va découvrir maintenant les cartes de la guidance pour voir le message qu'il y a aujourd'hui pour vous. Alors, on commence avec le tarot. On a la 7 de coupe, la mort, bizarrement, elle est là, elle était déjà dans le premier tirage, c'est drôle, elle revient. Et on a le 6 d'épée ainsi que la papesse. Ouais. Donc il y a un processus intérieur hein, actuellement en cours chez vous. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait clair parce qu'on a quand même ce 7 de coupe hein, qui nous parle quand même d'une certaine confusion, d'une illusion, de fantasmes, de choses imaginaires encore pour l'instant. Et la grande prêtresse me parle encore de choses cachées, mais de choses cachées, de choses intérieures. Donc avec le 6 d'épée ainsi que la mort, avec ces deux cartes-là, il y a quand même une volonté de se transformer, et surtout une volonté de passer à autre chose. Le 6 d'épée ici, il veut avancer, vous voyez, il veut partir. Hein. Ici, elle est, voilà, elle a fait ses valises, elle a pris ses proches, son balai, et elle s'envole vers autre chose. Elle veut quitter une zone de conflit, elle veut quitter le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est dispute, conflit, etc. Donc là, vous voulez, vous, avancer. Vous voulez quitter une zone de conflit, vous voulez partir, vous voulez avancer dans votre vie. Et cette grande prêtresse ici, elle est totalement tournée vers l'intérieur d'elle-même. Alors, il y a un côté très intérieur avec la grande prêtresse, mais la grande prêtresse, c'est aussi la femme d'expérience. Contrairement à l'impératrice qui est dans l'instant présent, qui est en train de créer, etc., la grande prêtresse, elle est à un niveau au-dessus dans le sens de la connaissance. Elle est gardienne de la connaissance, mais aussi de l'expérience. Donc, elle a expérimenté les choses et elle sait, elle a un savoir, mais qui est encore une fois très intériorisé. Donc ici, vous avez, moi ce que j'en comprends, c'est que vous avez énormément appris ces derniers temps sur vous-même, sur votre propre fonctionnement, peut-être par rapport aux épreuves de la vie aussi. Hein, parce que là, on a quand même la mort. On a quand même la mort qui nous parle d'une fin, qui nous parle d'une rupture, de lien, de quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été brisé. Mais ça vous a beaucoup appris. Ça vous a énormément appris.
Et on parlait aussi dans la Mori d'une part mystérieuse, hein, parce qu'effectivement, vous voyez, on cherche quelque chose. Quand on cherche des champignons, voilà, il y a toute une recherche, mais il y a aussi un passage, en fait. C'est une activité qui très intéressante, les champignons, parce qu'on est ancré. C'est vraiment quelque chose qui nous permet un ancrage profond à la terre, parce que ça permet aussi de déconnecter complètement. Et la recherche des champignons, hein, voilà, bon, pour ceux qui cherchent un moyen de s'ancrer, les champignons, c'est un très bon moyen, hein, parce que ça génère aussi un switch au niveau de la conscience, quoi, hein. On est dans un état de conscience modifié quand on est en nature comme ça. Parce que le conscient, en fait, il est focus sur les champignons, mais l'inconscient, il profite de la nature, il profite du calme, il profite du cadre. Voyez, donc c'est un très 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 bon moyen de s'ancrer et en même temps d'être dans un état de conscience modifié. Et ça permet aussi de voir plus clair, hein, parce que là, il y a encore des zones d'ombre. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez pas encore tout à fait intégré. Vous êtes dans cette régénération. Pour l'instant, le champignon, il n'est pas sorti. Vous êtes dans la phase où il est en train de pousser. C'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre ce que l'épreuve vous a apporté, ce que le conflit, la dispute, ce 5 d'épée, en fait, qui a été avant, vous êtes en train de comprendre ce qu'il a généré à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de comprendre que la Mori, elle pousse à l'intérieur de vous. Mais voilà, vous êtes encore circonspect parfois devant cet apprentissage, mais parce qu'il y a sans doute encore de la douleur, et sans doute le feu revient encore de temps en temps, le feu à l'intérieur de vous, hein, ce qui a brûlé, ce qui a mené en fait à ce feu, peut-être à une colère intérieure, hein, une rupture, voilà, la rupture elle est derrière vous, mais de temps en temps vous avez encore la colère de cette fin, de cette rupture, vous avez encore des choses qui montent à l'intérieur de vous, donc vous êtes circonspect encore parfois, il y a pas, vous comprenez pas tout à fait où la vie veut vous mener par cette épreuve, mais la grande prêtresse elle agit à l'intérieur de vous. Elle accumule les connaissances. Vous voyez, c'est comme cette histoire de conscient et d'inconscient quand on est à la recherche de champignons. C'est-à-dire que votre conscient, c'est comme en hypnose en fait. Hein. L'hypnose, pour ceux qui en ont déjà fait, voilà, on va mettre un focus sur votre conscient, sur votre mental. On va le distraire en fait. On va distraire le mental pour accéder à l'inconscient et travailler sur l'inconscient. Et bien ça, c'est pareil en fait. La même chose est à l'œuvre à l'intérieur de vous. Non, donc vous pouvez être, le mental il peut être circonspect à un moment donné, mais à l'intérieur de vous, la grande prêtresse elle agit, et la mort aussi elle agit. Elle agit avec la grande prêtresse pour vous transformer de l'intérieur. Il y a tout un processus intérieur qui est en cours en fait, chez vous pour intégrer ce qui a brûlé, pour intégrer la terre brûlée là, pour intégrer la difficulté. On va poursuivre. Ouais, non mais sérieux, on a Chiron, la blessure fondamentale, et le karma, le destin, avec une carte saturnienne ici. Alors attendez, est-ce que on voit bien tout? Hop. Donc Chiron, formidable, le guérisseur, mais aussi la blessure fondamentale. Donc vous voyez, hein, il y a bien cette idée du cœur blessé, hein, du cœur blessé avec les sparadraps. Il y a aussi les remèdes ici. Chiron, dans un thème astrologique, ça nous parle de la blessure fondamentale, ça nous parle de cette blessure qui est ancrée à l'intérieur de nous et qui doit être guérie au cours de la vie, au cours du processus, au cours de l'incarnation, en fait. Il y a une blessure fondamentale qui doit être guérie. Donc ici, c'est peut-être intéressant d'aller vous intéresser à la position de Chiron dans votre thème astral, hein, autant en maison qu'en signe. Ça peut vous donner des indications sur cette blessure fondamentale de l'âme, quelque part. Parce que quand l'âme vient s'incarner, elle vient expérimenter certaines choses et elle vient souvent expérimenter aussi des épreuves et des blessures pour pouvoir les surmonter dans l'incarnation. Hein, et je pense que quand on arrive à surmonter certaines blessures et épreuves dans l'incarnation, l'âme grandit en fait. Et c'est tout le but de l'incarnation, c'est de faire grandir et évoluer votre âme. Ici, on parle du destin, on parle du karma, on parle de quelque chose en fait que, à mon avis, vous avez aussi récupéré d'anciennes vies.
Ben voilà, parce que là on parle d'incarnation, de réincarnation, donc forcément le karma, le destin, et regardez, on a encore la faucheuse ici, hein. On a encore la faucheuse, on a la faucheuse, on a les défunts, on a 2 femmes enceintes aussi, mais une femme enceinte actuelle avec la femme enceinte d'époque, vous voyez, on a 2 types de guerriers, donc il y a quelque chose que ici, vous êtes en train de comprendre aussi, sans doute, avec cette grande prêtresse, que c'est pas la première fois que vous vivez ce genre d'épreuve. Il y a ce genre de compréhension, voyez, qui vous laisse dubitatif, hein, qui vous laisse circonspect, à vous dire, ouais, est-ce que c'est vraiment possible tout ça? Est-ce que j'aurais déjà vécu ce genre de blessure auparavant? Vous voyez, mais il y a un enseignement à en tirer. Il y a un enseignement à tirer de cette forêt brûlée, de cette mort, de cette faim. Il y a quelque chose à en tirer. Donc c'est vraiment intéressant, hein, renseignez-vous sur Chiron. Et le karma, le destin, il y a peut-être aussi le nœud sud dans votre thème qui peut aussi vous donner des informations. Alors, la carte des limites, c'est intéressant, elle est sortie aussi dans le premier tirage, l'absinthe. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité et le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage, vous voyez ? C'est drôle, hein, parce que on a ici vraiment cette idée de la grande prêtresse qui revient là, qui nous parle d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et c'est ce troisième œil, cette intuition de la grande prêtresse qui est en train de se réveiller. Elle est en train de se réveiller, mais j'ai l'impression que vous ne lui faites pas confiance, parce que, voilà, on a ce 7 de coupe et les limites. C'est-à-dire que il y a comme, ça n'avait pas du tout la même signification dans le premier tirage, hein, et cette mort non plus d'ailleurs, donc on peut avoir les mêmes cartes, mais les interpréter complètement de manière différente, et c'est ce qui arrive ici dans votre tirage, ça n'a pas du tout la même signification que dans le premier tirage. Ici, les limites, c'est vous qui vous en mettez. Dans le premier tirage, il fallait mettre des limites avec les autres. Ici, c'est vos limites à vous, parce que vous vous limitez. Ici, c'est l'impression que j'ai. Vous vous limitez, vous ne vous faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à quoi? À votre troisième œil. Alors ici, c'est le mental, justement. Le piège, c'est le mental. Ici, ce 7 de coupe nous parle aussi d'hésitation, bien sûr. Hein, vous voyez, hein, ici, elle est totalement en hésitation. Elle ne sait pas quelle coupe choisir. Et pourtant, on lui dit, l'intuition est là. Mais tu ne l'écoutes pas, en fait. Tu n'écoutes pas ton intuition. Donc, il y a des limitations très personnelles, en fait. C'est comme, voilà... vous n'osez pas écouter votre intuition, vous n'osez pas écouter votre intériorité. Et pourtant, elle a beaucoup à vous dire. Elle a beaucoup de choses à vous dire, mais peut-être que ça a un lien aussi avec une vie antérieure où vous avez souffert par rapport au fait d'avoir écouté votre intuition ou de l'avoir exploitée. Vous voyez, il peut y avoir des limitations qui viennent de vie antérieure. Vous vous limitez parce que vous avez peur de reproduire quelque chose qui vous est déjà arrivé. Votre âme, elle sait. Votre âme sait quelque chose. Mais là, en fait, l'épreuve que vous avez traversée, elle doit vous amener sur un certain chemin. Vous devez avoir une compréhension, un apprentissage par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture. Vous voyez, là, c'est comme une fenêtre ouverte. Hein. C'est-à-dire que cette épreuve, elle représente en fait une fenêtre ouverte sur autre chose. Et c'est ça que vous devez comprendre. Vous devez le comprendre et vous devez l'accepter, en fait. C'est-à-dire que cette épreuve vous amène vers un nouveau chemin, vous amène vers une fenêtre qui s'ouvre. Donc il y a une ouverture de conscience, il y a une ouverture de quelque chose, il y a quelque chose qui s'est produit en fait, suite à cette épreuve que vous avez traversée. Quelque chose s'est produit. Ça vous mène en fait à une ouverture plus large de conscience, à peut-être l'ouverture de votre troisième œil aussi, à une intuition exacerbée, à quelque chose qui vient de l'intérieur, et qui va vous amener, en fait, ici on a la fenêtre ouverte et ici on a la porte ouverte. Donc, voilà. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau chemin qui pointe le bout de son nez, là. Il y a une porte qui s'ouvre. Et il faut vous faire confiance, en fait. Il faut vous faire confiance pour la passer. Regardez cette carte. C'est-à-dire que là, il y a cette femme et il y a un mur. Mais il y a un trou dans le mur. Donc, soit elle reste dans la limite, soit elle passe le mur. Et vous, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez peut-être 2 choix. Vous avez le choix d'aller explorer un nouveau chemin. Mais vous vous limitez. Par peur. Par peur peut-être aussi de revivre une blessure. Par peur
par peur que ce karma revienne. Voyez, vous hésitez peut-être, si vous sortez d'une rupture sentimentale ou d'un deuil ou de quelque chose de complexe, vous hésitez peut-être à refaire confiance, à retourner vers une histoire sentimentale, parce que vous avez peur que cette blessure, elle ressurgisse en fait. Donc vous vous mettez vous-même des limites, vous n'osez pas rencontrer de nouvelles personnes, parce que, voilà, vous avez peur en fait que ce cœur soit à nouveau blessé. C'est ça, donc vous vous limitez, par peur d'un retour de bâton, par peur d'un retour de karma. Voilà, il y a quelque chose de ce type-là. Bon, on va creuser. Le cadeau, encore une fois, c'était déjà aussi dans le tirage précédent. L'indépendance, la fidélité. Alors c'est drôle, je parle de couple et j'ai le couple avec les 2 signes. Et l'harmonie, avec concorde. Donc ça peut effectivement bien parler de quelque chose de relationnel ici. Hein. Donc il y a peut-être eu une rupture sentimentale, une rupture amicale, une rupture avec quelqu'un en fait, hein, avec ces 2 signes. Hein. Alors ici ça parle plus d'amour, mais voilà, ça peut aussi parler de totalement autre chose. Hein. Donc il y a un besoin ici de retrouver une harmonie. Vous attendez en fait un cadeau de l'univers par rapport à ça, mais derrière, il y a aussi une prise d'indépendance qui est nécessaire pour accéder au cadeau. Une prise d'indépendance par rapport à vos propres limites, par rapport à vos propres blocages en fait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il vous faut vous libérer en fait. Quand on parle d'indépendance, on parle de faire ses propres choix. Ses propres choix et d'aller vers quelque chose qui ressemble aussi à un cadeau. Donc, cette nouvelle porte, cette nouvelle fenêtre ici, j'ai l'impression que ça nous parle quand même d'une rencontre, mais beaucoup plus harmonieuse que ce que vous avez connu. Parce que ce que vous avez connu, en fait, c'était pas un cadeau. C'était pas un cadeau. Mais quelque part, ça vous a sans doute mené à l'indépendance. Vous voyez, il y a comme, j'ai l'idée là que cette épreuve, elle vous a libéré et elle vous a surtout mené à l'indépendance, dans le sens où vous avez compris maintenant énormément de choses sur vous-même. Et le fait d'avoir subi en fait cette épreuve, ça vous a appris beaucoup de choses sur vous-même. Et comme vous vous connaissez très bien vous-même maintenant, parce que vous avez passé cette épreuve du feu, parce que vous avez sans doute connu la solitude, connu des moments difficiles. Maintenant, vous savez quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins, comment générer de l'harmonie dans votre vie par rapport peut-être au couple et par rapport aux relations à venir. C'est ça l'impression que j'ai en fait. C'est-à-dire que maintenant, le cadeau, il reste à venir. Quand vous serez régénéré, quand vous aurez entièrement digéré cette blessure fondamentale, ce pansement au cœur ici, hein. Mais c'est encore en cours, hein. Pour moi, voilà, pour moi, vous avez passé l'épreuve du feu, elle est derrière vous, cette épreuve, mais vous êtes en pleine régénération. Vous êtes vraiment en pleine régénération, vous êtes en train de comprendre plein de choses, comprendre où ça vous mène tout ça, et comprendre aussi quels sont vos besoins fondamentaux vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'union. Vous avez besoin d'une fidélité et d'harmonie, de concorde. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est comme si elle, c'était la marieuse, quoi. Hein. La marieuse, on a besoin d'harmonie, de concorde, on n'a plus besoin, en fait, de relations challengeantes, toxiques. On a besoin de simplicité, parce que peut-être vous avez eu peut-être une relation de ce type-là qui vous a mené, en fait, à des extrêmes, qui vous a mené à aller profondément à l'intérieur de vous, mais parce que cette relation, elle devait révéler la blessure. Elle devait révéler la blessure initiale et elle devait vous faire revivre quelque chose du passé pour que votre âme puisse maintenant l'intégrer et travailler dessus. Donc, vous êtes en train de vous régénérer, c'est en cours, ce travail est en cours à l'intérieur de vous et bientôt, pour moi, la nouvelle porte, le nouveau chemin, la nouvelle fenêtre que ça a ouvert ici, c'est un cadeau qui arrive vers vous. Hein. Mais parce que vous avez gagné aussi en indépendance et parce que maintenant, vous savez être seul, donc vous n'êtes plus dépendant. Il y a peut-être aussi une histoire de dépendance affective
qui a joué ici chez vous. C'est-à-dire qu'un besoin viscéral d'être accompagné par quelqu'un, sinon on meurt, quoi. Vous voyez, la dépendance affective, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et donc là, vous avez été mis face à quelque chose de difficile lié à quelqu'un, c'est-à-dire que ce quelqu'un dont vous pensiez dépendre vous a fait énormément de mal. Donc là, vous vous êtes rendu compte que la solitude, en fait, même si vous en aviez peur au départ, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver parce que ça vous a permis de vous connaître vous-même. Ça vous a permis d'apprendre énormément sur vous-même. Bon, mais ça vient de loin, hein. Avec Chiron et le karma à côté, ça vient de loin. C'est quelque chose que vous avez répété vie après vie, hein. Donc un gros apprentissage ici qui est en train de se clôturer. Et pour moi, le cadeau, c'est l'indépendance en fait. Le cadeau, c'est l'indépendance. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Bon, on va clôturer ce tirage avec un animal. L'animal guérisseur aujourd'hui qui a un message pour vous. Le canard. Tiens, intéressant le canard. Le canard et la migration du canard. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, le canard? C'est intéressant, ça, comme animal. Le canard. Mots-clés, adaptation, bonheur, confort émotionnel, communauté, fidélité. Les canards sont des oiseaux aquatiques très sociables et amicaux, avec une grande capacité à montrer de l'affection. Pendant leur première heure de vie, les canetons s'imprègnent de ce qu'ils voient pendant ce court laps de temps, c'est-à-dire en général leur mère, assise sur une couvée. La mère aura toujours une importance capitale pour ses petits. Le canard est une illustration magnifique de l'art d'être un bon parent, car le mâle et la femelle sont tous deux très protecteurs et attentifs. Les canards ne deviennent agressifs que lorsqu'ils sentent que leurs petits sont en danger. Autrement, ils sont de nature très paisible. Les canards peuvent voler et se mouvoir avec grâce sur l'eau, ce qui les associe aux éléments air et eau. Un caneton sait barboter dès sa naissance, et cette connexion particulière à l'eau relie le canard au monde des émotions. Certains peuvent plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur, nous rappelant de ne pas nous fermer à nos aspects émotionnels. Parfois, nous devons dépasser d'anciennes blessures et libérer des schémas révolus afin que ces choses puissent guérir. Voyez ? Les anciennes blessures et le karma, on doit les libérer et c'est ce que vous avez fait en fait. C'est ce que vous avez fait en passant cette épreuve du feu, hein. Parfois, nous devons dépasser d'anciennes blessures et libérer des schémas révolus afin que ces choses puissent guérir. Lorsqu'ils dorment, les canards rentrent la tête sous une aile et gardent un œil ouvert. Leur cerveau est divisé en deux parties, chacune ayant le contrôle d'un œil. De cette manière, une moitié du canard peut se reposer paisiblement alors que l'autre demeure hautement vigilante, évitant ainsi à l'oiseau de se faire surprendre par un prédateur inattendu. Sa grande vigilance nous appelle à être attentifs à ceux qui nous entourent afin de ne manquer aucun changement important. Le canard représente l'engagement, l'amabilité et la socialisation avec ceux qui nous ressemblent. Il vient souvent aux personnes qui se sont éloignées de leur communauté pendant un temps et qui éprouvent des difficultés à sociabiliser. La médecine du canard vous soutient pour vous aider à trouver et entrer en relation avec votre propre tribu d'âme, une communauté aimante et compréhensive de personnes auxquelles vous pouvez vous identifier et à qui vous pouvez faire entièrement confiance. Ouais. Il y a des choses ici. Alors, je parlais de relations amoureuses tout à l'heure, hein, où vous vous mettez vous-même des limites, c'est-à-dire que vous n'osez pas passer le mur, vous n'osez pas aller à la rencontre de nouvelles personnes parce que vous avez sans doute été blessé, mais ça peut aussi nous parler, c'est aussi des liens amicaux ici, hein, parce que vous avez été blessé, vous avez été en fait trompé, hein, parce qu'ici on a la fidélité, donc il y a sans doute eu tromperie en fait, hein, tromperie d'un ami, tromperie d'un partenaire, tromperie d'un patron, d'un manager. Vous avez été trompé, à mon avis, il y a une fidélité qui a été brisée, un lien qui a été coupé. C'était ça votre épreuve du feu en fait, c'est que le lien, c'était un lien dans lequel vous pensiez que ce lien était solide et en fait la vie vous a mis devant la blessure de la trahison, de la tromperie à mon avis. Vous vous êtes senti trahi et trompé
et pas honoré en fait, pas honoré dans votre... pas honoré, pas remercié, pas gratifié en fait. Vous êtes senti complètement trahi. Et donc, ça vous a fait passer cette épreuve du feu. Maintenant, vous avez envie de passer à autre chose. Et je pense que vous êtes dans la phase où vous avez envie de resociabiliser, justement. C'est en tout cas ce que nous dit le canard, là. Hein. Donc, soit de resociabiliser amicalement, soit de resociabiliser avec un partenaire. Vous avez envie de trouver des nouveaux partenaires, que ce soit un partenaire de vie, que ce soit de nouveaux partenaires amicaux. Voilà, mais il y a encore quelque chose ici qui vous retient. Vous êtes encore en train de vous régénérer, mais la nouvelle porte s'ouvre. Pour moi, la nouvelle, vous êtes, voilà, ouverture, souplesse. Il y a besoin d'adaptation aussi. Hein. Vous voyez, le canard, ça nous parlait aussi d'adaptation en fait. Hein. Les canards peuvent voler, se mouvoir avec grâce dans l'eau, etc. etc. Et les petits canetons, en fait, direct, ils vont dans l'eau, quoi. Donc, il y a aussi une idée qu'on vous encourage ici à aller de l'avant, à aller vers les autres, en fait, à sortir de votre limitation ici. Parce que vous vous protégez, en fait. Votre cœur, il a été trop blessé, donc forcément, vous vous protégez, mais... voilà, trop de protection, à un moment donné, ça vous isole. Donc oui à l'indépendance, mais non à l'isolement. Il y a un besoin ici pour terminer sans doute cette régénération. Il y a une nécessité de resociabiliser, de refaire confiance à des gens, de refaire confiance à des personnes. Même si, voilà, vous doutez. Vous doutez en fait. Et là, on est sur le 7 de coupe. Donc c'est le doute, mais émotionnel là. Vous voyez? Vous ne savez pas si c'est le bon choix. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance. Mais laissez-vous guider par votre intuition. C'est-à-dire que là, cette Maury, elle est prête à sortir. Alors elle sort au printemps, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Donc peut-être que le printemps prochain peut être une période propice à la sociabilisation. C'est-à-dire que vous aurez sans doute fini votre régénération à ce moment-là. Voilà. C'est en cours de chargement à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de comprendre certaines choses, notamment par rapport à vos liens aux autres et par rapport à cette nécessité de sociabiliser, de faire de vous un être social, quoi. Bon, mais à creuser le côté vie antérieure et blessure fondamentale. Hein. Allez voir dans votre thème où se trouve Chiron. Allez voir un petit peu la signification de Chiron, astrologiquement parlant, ça peut vous aider et vous mettre sur certaines pistes aussi. Hein. Voilà mes chers amis pour la guidance de la Maury. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a amené des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en avez pensé, c'est toujours très intéressant à lire. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Merci aussi pour vos petits pouces en l'air. Hein. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, ça m'aide énormément à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui le feront. En attendant, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation, une bonne fin de régénération à vous. Et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez choisi le cornouiller avec le mot-clé défendre, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à la signification de la plante pour essayer de planter le décor de votre guidance et de voir quelle est cette thématique. Alors, on a déjà le mot-clé défendre, hein, ça nous met déjà sur la piste. Allez, on y va. Il y a plus de 50 espèces d'arbres et d'arbustes appelés cornouillers. Et où que vous soyez dans le monde, vous trouverez probablement un membre de cette merveilleuse famille botanique. Cette entrée se concentre sur le genre Cornus, qui peut se vanter d'avoir un fruit comestible et de belles fleurs à 4 pétales. Ces fruits rouges à peau rugueuse sont appelés cornouilles. Mûrs, ils sont sucrés, acides et très riches en vitamine C. Dans de nombreuses parties du monde, on les consomme régulièrement. Et ils sont conseillés comme remède pour le rhume et la grippe. On se sert aussi de l'écorce de l'arbre pour faire des toniques et des astringents à diverses fins médicinales. On peut utiliser les brindilles de cornouiller à la place d'une brosse à dents pour se nettoyer les dents. Propriété oraculaire. Cette plante est associée à l'indication oraculaire défendre. Le cornouiller historiquement est le bois de prédilection pour faire des armes pointues comme des dagues, des pieux ou des flèches.
Nous préférerions bien sûr vivre sans confrontation, mais parfois nous devons camper sur nos positions et nous battre pour nous-mêmes, pour nos principes ou pour ceux que nous aimons. Le compromis et la diplomatie ont leur place, mais il y a des moments où il faut se battre. Écrire ceci me rappelle une expression de Shakespeare, Hamlet, acte 3, scène 1, la fronde et les flèches, qui fait référence aux attaques, surtout verbales, que l'on peut subir. Est-ce que vous vous sentez assailli, calomnié ou agressé? Ce n'est peut-être pas le moment de rester passif. Défendez-vous si nécessaire. Défendez ce que vous savez être vrai. Le 5 de bâton vient naturellement à l'esprit en relation avec cette carte. La plupart des 5 d'un jeu de tarot font référence à la compétition, à la défense du territoire, mais aucun avec plus de force que le 5 de bâton. Cette carte vous demande d'être vigilant, engagé et prêt à vous battre pour les choses qui comptent pour vous. Bon, eh ben disons, on a planté le décor là. Alors effectivement, on a une énergie là avec le cornulier qui pourtant, vous voyez, on a une plante avec des jolies fleurs et pourtant son bois fabrique des flèches, fabrique des armes défensives. Donc il y a ici déjà une espèce d'ambiguïté, c'est-à-dire que, à mon avis, en ce moment, vous êtes justement en train de défendre votre beefsteak, votre territoire, en train de défendre quelque chose, même si vous n'en avez pas l'air. C'est un peu l'impression que j'ai, parce que avec ce côté fleuri ici, on a, je pense, l'impression plus que vous êtes... il y a une fragilité qui se dégage en fait de l'image, alors qu'en fait à l'intérieur il y a un vrai guerrier ou une guerrière qui sommeille quoi quelque part. Hein. Donc là vous avez quelque chose à défendre. Alors qu'avez-vous à défendre dans votre vie? Est-ce qu'il s'agit d'un emploi, d'une idée, d'un amour, d'une maison, d'une propriété, que sais-je? Voilà, on peut défendre plein de choses, hein, des convictions politiques, religieuses, que sais-je, hein, voilà. Hein. Mais en tout cas, ici, on a l'impression donc que vous avez quelque chose à défendre. On va essayer d'en savoir plus avec les cartes. Alors, qu'avons-nous? Un as de bâton, ok. As de bâton, le page d'épée, bah justement, on avait avec la citation de Shakespeare, on avait un côté page d'épée, enfin plutôt un cavalier d'épée, hein, puisque on nous parlait de défense verbale. Et on a ici un roi de bâton. Alors, c'est drôle parce qu'on a l'as et le roi. Voyez, l'as commence la suite, le roi la clôture. Et entre ça, on a un 9 de bâton. Alors oui, il y a quand même ici une idée de se sentir acculé. Vous voyez, de se sentir acculé. Ici, elle est sur la défensive. Elle s'est déjà battue beaucoup, hein, parce que, voilà, elle a un bandeau sur la tête, elle est blessée. Mais là elle est au pied de l'arbre, au pied du mur. C'est-à-dire qu'il y a plus d'autre solution. En fait, la fuite, c'est comme si la fuite n'était plus possible dans votre situation. La fuite n'est plus possible. Il va falloir affronter maintenant votre adversaire, quel qu'il soit, encore une fois, hein, quel qu'il soit dans votre vie, peu importe le domaine de la vie, mais il va falloir affronter les choses, hein, parce que là on a un début, hein, on a un début de bataille, j'ai l'impression, un début de bataille avec un as de bâton. En tout cas c'est votre désir, l'as de bâton c'est toujours un nouveau désir qui pointe, vous voyez, donc là on fait monter comme ça le désir, comme elle fait monter en fait son bâton. Il y a quelque chose qui grandit en vous, et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de commencer quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie de commencer? Votre défense, je pense. Parce qu'ici, on a ce page d'épée, regardez, qui brandit comme ça son épée, qui brandit son glaive, hein, plutôt, parce que c'est une petite épée, et c'est normal, c'est un valet il débute dans l'art de la guerre, j'ai envie de dire. Donc, c'est comme si vous alliez commencer ici à vous défendre, en fait. Vous allez commencer à rentrer en guerre, quelque part. Mais, non pas sans stratégie, puisqu'on a ici ce roi de bâton. Le roi de bâton, vous voyez, hein, c'est l'empereur romain ici, hein, qui est désigné dans ce roi de bâton, et il montre, il montre ses conquêtes, mais on a une idée de stratégie aussi. On a une idée de stratégie pour conquérir son territoire, pour conquérir ou défendre son territoire ou ses idées. Parce que là,
le fait que ce soit un valet d'épée qui débute quelque chose, l'épée nous parle de communication, hein, justement du côté verbal de la chose, donc d'une défense plutôt verbale. Donc on va commencer son argumentaire, ou en tout cas on va décider avec cet as de bâton de rentrer dans la défense par les mots, par des communications, par des idées aussi, des nouvelles idées pour aller défendre en fait votre position ou défendre ce que vous défendez. Hein. Est-ce que c'est un territoire? Est-ce que c'est une idée? Bon, voilà, vous voyez l'idée. Mais on a l'impression que de toute façon, vous n'avez plus le choix, en fait. Là, vous êtes au pied du mur. Vous n'avez plus d'autre choix que de commencer ou d'initier une défense, d'initier quelque chose. D'aller chercher ce valet au fond de vous et de vous atteler à la tâche, en fait, à la tâche de vous défendre et quelque part de camper sur vos positions ou de défendre vos positions. Vous voyez, c'est comme si cet arbre, quelqu'un voulait vous le prendre. Quelqu'un veut l'abattre. Vous voyez, vous avez le marchand en face de vous qui, lui, il veut faire des planches. Mais vous, cet arbre, vous l'aimez. Vous l'aimez, c'est votre territoire, c'est votre propriété. Et voilà, ou non, mais vous aimez cet arbre. Vous voulez le défendre coûte que coûte du marchand. Et vous allez, en fait, établir une stratégie. Devenir ce roi de bâton qui, justement, est le grand conquérant. Et pour conquérir des territoires, il faut des stratégies de guerre, des stratégies militaires, des stratégies de défense. Donc là, c'est quelque chose qui couve à l'intérieur de vous actuellement. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine effervescence, parce qu'après, on est quand même 2 fois sur du bâton. Hein. Le bâton, c'est le feu intérieur. Hein. Donc là, il y a un feu qui brûle à l'intérieur de vous pour défendre quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de la consultante, donc ça vous représente, vous qui regardez aujourd'hui cette guidance. Et on a communication, médias, études, avec, encore une fois, ici, Mercure. Donc, ici, on a à nouveau les études, vous voyez, et la communication, bien sûr. Ça nous rappelle beaucoup ce valet d'épée, hein, qui ici a beaucoup d'importance dans votre tirage, parce que là, on remet l'accent, encore une fois, sur Mercure, sur la communication, les lettres, les échanges, mais aussi les apprentissages, en fait. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vous concerne, vous voyez, c'est pas... vous n'allez pas, en fait, vous battre pour défendre le bien d'autrui. C'est votre bien, ou votre idée, ou votre personne, en fait, que vous allez défendre ici, par des communications. Donc, vous allez vous exprimer. Il y a vraiment une notion de s'exprimer pour défendre une certaine cause, mais une cause qui vous appartient, en fait, vous voyez. Ça peut être une histoire d'héritage, par exemple. Hein. Je reprends l'exemple de cet arbre. Vous voulez peut-être vous défendre par rapport à un héritage que vous avez reçu ou par rapport à un partage, par exemple. Vous voyez, vous ne voulez pas être spolié, vous ne voulez pas que quelqu'un prenne la part qui vous est due. Hein, ça vous concerne, vous, en fait. Et il y a sans doute un apprentissage aussi qui est lié à cette épreuve où vous devez aujourd'hui vous défendre. Alors, on a ensuite la confiance, perspicacité, conscience, guidance avec l'intuition et l'enfant intérieur. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Alors, c'est drôle parce qu'ici on a l'enfant intérieur et là on a un petit enfant qui est en train d'apprendre aussi. Vous voyez ? Peut-être que ça a un lien aussi avec votre enfant intérieur, justement. Peut-être que vous vous êtes trop souvent laissé faire, en fait. Moi, j'ai un petit peu cette notion-là. C'est-à-dire que dans votre caractère, c'est quelque chose vraiment qui vous concerne, vous, ici. Dans votre caractère, depuis que vous êtes enfant, vous vous êtes rarement défendu. Vous êtes rarement défendu, vous avez peut-être souvent attendu des autres qu'ils vous défendent ou qu'ils parlent à votre place, mais... En fait, j'ai l'impression que vous avez rarement pris votre propre défense, quoi. Voyez, si des personnes étaient méchantes avec vous, bon bah votre stratégie c'était plutôt la fuite. C'est l'impression que j'ai, surtout avec cette carte-là. C'est-à-dire que votre stratégie jusqu'à présent c'était plutôt de fuir. Ou de vous cacher ou de ne pas affronter en fait, parce que
Je pense que c'est quelque chose que vous n'aimez vraiment pas, en fait. Le fait de poser des limites, le fait de dire stop, le fait de répondre, vous voyez, de répondre à une attaque. Je pense que c'est quelque chose que vous n'aimez pas, mais depuis l'enfance, hein. Depuis l'enfance, vous êtes plutôt, vous, entraîné à faire le dos rond, vous voyez, allez, voilà, on vous critique, on vous insulte, on vous... voilà, mais non, surtout tu réponds pas, tu fais le dos rond. Peut-être que ça vient de l'éducation, hein, peut-être que ça vient de l'éducation, mais vraiment avec cette carte de la consultante, on me dit que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de vous. C'est comme si maintenant, en fait, vous arriviez à un stade de votre vie où il faut sortir de ce schéma qui est engrammé depuis l'enfance, de ce schéma où, justement, on vous dit, ne réponds pas, accepte, accepte, voilà, accepte, détourne-toi, tais-toi, ne réponds pas, ne dis rien, reste dans ton coin, reste à ta place, ne te défends pas, quoi. Il y a eu sans doute des injonctions comme ça, quand vous étiez enfant, qui font qu'aujourd'hui, quelque part, vous êtes débutant dans ça. Hein, vous êtes ce valet, vous êtes débutant dans le fait de vous défendre, dans le fait de répondre, dans le fait d'argumenter, de défendre votre position, de défendre votre idée, de défendre vos convictions, de défendre ce qui vous tient à cœur. Hein, il y a quelque chose de ce type-là. Il y a, dans cette carte de l'intuition, il y a surtout la confiance. Confiance en vous, confiance en votre propre guidance. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez le droit d'avoir un avis. Hein, peut-être que depuis petit, justement, on n'écoute pas. On vous écoute pas. On n'écoute pas ce que vous avez à dire. On n'écoute pas votre avis. On ne vous demande d'ailleurs jamais votre avis. On vous impose les choses. On vous impose une vision. On vous impose quelque chose. Donc, ici, il y a maintenant, c'est comme si le fait d'apprendre à vous défendre, ça allait aussi vous apprendre à utiliser votre intuition, apprendre à vous connecter en fait à ce troisième œil, apprendre à vous faire confiance au lieu de faire toujours confiance aux autres pour piloter votre propre vie. Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous, aujourd'hui, vous avez l'intuition que c'est le moment de vous défendre, que c'est le moment d'argumenter, que c'est le moment de dire des choses, eh bien faites-le. Parce que ça vous appartient. Ça vous appartient. Alors, qu'avons-nous ensuite? La prison, la captivité. Ok. Bacchus, le plaisir. On a ensuite la tentative et Vulcain, la destruction. Alors, Vulcain, c'est intéressant ici dans votre tirage parce que Vulcain, c'est quand même... c'est Héphaïstos, c'est le forgeron des dieux, mais il a été en fait rejeté par sa propre mère, par Héra, qui l'a carrément jeté quand elle a vu, en fait, parce qu'il était un peu difforme. Et alors je me souviens plus exactement, hein, vous me pardonnerez si vous êtes fan de mythologie et que vous la connaissez par cœur l'histoire, vous me pardonnerez s'il y a quelques erreurs. Mais Héra a donc rejeté cet enfant, ne voulant plus le voir, ne voulant pas voir sa difformité, en fait, elle l'a carrément rejeté du domaine des dieux. Et donc il porte cette blessure de rejet en lui. Et on a aussi ici la prison et la captivité, vous voyez. C'est comme si, en fait, je pense qu'il y a un mécanisme chez vous qui refuse de se défendre par peur d'être rejeté, par peur d'être isolé, d'être dans l'isolement. Peut-être, lorsque vous étiez enfant, vous avez peut-être tenté avec cette tentative ici. Hein, vous voyez, on a le chat là qui essaye d'attraper les poissons. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit de le faire, ou voilà. Enfin, là, c'est à la maison. Hein. Là, j'imagine le chat avec l'aquarium et tout. J'imagine ça, en fait. Et parce que je suis reliée à votre enfant intérieur, là. Il y a une histoire d'enfant derrière, là. Derrière ce que vous affrontez aujourd'hui, ce pourquoi vous devez vous défendre, il y a une histoire d'enfant derrière. Peut-être que vous avez tenté des choses, aussi tenté des choses pour vous faire plaisir, vous voyez, parce que vous vouliez contenter quelque part un plaisir d'enfant. Vous vouliez peut-être aller plus loin que les limites qui vous étaient imposées et vous avez été durement rejeté peut-être par vos parents et vous avez été isolé, vous avez été condamné, vous voyez, condamné pour quelque chose que vous avez fait alors que vous l'avez fait vraiment avec votre âme d'enfant. Hein, comme l'enfant qui a envie d'aller au-delà des recommandations de ses parents, qui a envie de découvrir le monde. Et peut-être avez-vous été fortement brimé, rejeté par vos propres parents.
Du coup, ça vous a mis dans une espèce de prison interne. Et vous avez refoulé autant une part de votre personnalité qu'une part de vos plaisirs. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez assimilé le fait d'avoir été grondé, parce que vous avez tenté en fait de vous faire plaisir étant enfant. Il y a eu de la tentation justement d'aller vers vos plaisirs, vers ce qui vous faisait plaisir. Et vous avez été rejeté pour ça. Donc forcément, aujourd'hui, vous assimilez cette défense comme une possibilité d'aller en prison. Possibilité d'être isolé. C'est-à-dire que si vous vous défendez, si vous dites que non, vous ne pensez pas comme ça, vous serez rejeté. Vous serez rejeté et vous irez aux oubliettes quelque part. Donc là, il y a vraiment quelque chose à creuser par rapport à l'enfant intérieur. Ce pourquoi vous devez aujourd'hui vous défendre, c'est pour des idées, pour une propriété ou quoi que ce soit d'autre, en fait, ça a ses racines dans votre enfance. Ça a ses racines sur la manière dont vous avez été élevé par rapport au plaisir. C'est-à-dire que, est-ce que vous, dans votre famille, le côté plaisir, on le met, on l'enferme, quoi, vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas bien. Le côté Bacchus, le côté faire la fête, le côté vibrant, vivant, tout ce côté-là, hédoniste en fait, qui profite de la vie. Est-ce que, voilà, il y avait peut-être une moralité assez difficile, assez rude, qui a été imposée dans votre famille, qui était dans l'interdiction de faire plein de choses, hein, parce que là, on a vraiment l'idée qu'il y a une captivité à combattre, ou qu'il faut sortir d'une certaine captivité, en fait. Qu'il faut vous défendre, qu'il faut défendre maintenant votre manière de voir les choses, votre vision. Il faut tenter, hein, et alors d'ailleurs, Héphaïstos, enfin Vulcain, après avoir été rejeté par Héra, il s'est réfugié chez Hadès, il me semble, dans les enfers. Et donc, il a appris le métier de forgeron et il a toute sa vie construit en fait un trône qu'il a fini par offrir à Héra, qui est sa mère. Mais sauf que lorsqu'elle s'est assise sur ce trône, elle a été elle-même emprisonnée. Il y avait un mécanisme qui a emprisonné Héra dans ce trône. Donc c'était une vengeance. Il a fabriqué quelque part sa vengeance personnelle tout au long de sa vie vis-à-vis de sa mère. Donc y a-t-il aussi peut-être ici une problématique avec la mère chez vous? Voilà, puisque là on a Vulcain qui a vraiment cette problématique de rejet d'avec la mère. Bon, vous voyez comment ça résonne, hein, voilà, il faut que ça résonne, justement, hein, n'inventez pas des problématiques qui n'existent pas, mais il y a quelque part ici peut-être un lien à creuser ou la racine en fait d'un rejet qui vous empêche en fait de vous défendre, qui vous empêche de réagir lorsqu'on vous attaque, lorsqu'on vous méprise, lorsqu'on vous insulte. Hein. Donc là maintenant, on vous dit que c'est l'heure. Que c'est bien d'être parfois diplomate, de parfois ravaler tout ça, mais que parfois c'est aussi bien de justement se défendre, de défendre ce qui vous tient à cœur, de défendre vos valeurs, de défendre vos idées. On va conclure ici avec un animal, avec l'oracle des animaux guérisseurs. Quel est le message ici pour vous guérir aussi, hein? Ah, on a la fourmi. La fourmi, on va voir quel est son message, cette fourmi. Intéressant ça. La fourmi, c'est très hiérarchisé aussi. Hein. Alors, développement communautaire, coopération, diligence, planification, préparation, ordre, organisation, contrôle, effort infatigable, devoir, ardeur au travail, discipline, promesse de réussite à travers l'effort. Les fourmis font partie des créatures les plus répandues sur Terre, car elles ont colonisé presque tous les espaces émergés de la planète. La taille de leur société peut varier de quelques douzaines de fourmis seulement à des colonies hautement organisées comptant quelques millions d'individus. Malgré leur taille minuscule, les fourmis forment ensemble de 15 à 25% de la biomasse animale terrestre. Plus nous les observons de près, plus nous pouvons comprendre la puissance de la médecine unique de cet insecte. Les fourmis sont des animaux sociaux et leur symbolisme est profondément relié à la communauté dans son ensemble. Une très grande part de leur labeur est consacrée au collectif. Et en réalité, c'est grâce à cette société complexe et coopérative que ces insectes ont pu survivre et prospérer dans des conditions qui éprouveraient n'importe quel individu.
Leur réussite a été attribuée à leur organisation sociale, dans laquelle chaque fourmi connaît sa place au sein de l'ensemble. Vous voyez, la première organisation sociale à laquelle on a affaire dans la vie, c'est la famille. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui prend sa racine ici dans votre famille. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des problématiques avec la communauté globalement, avec la société ou avec des amis, avec le monde professionnel, ça prend sa racine en fait dans votre enfance, dans cet enfant intérieur qui n'a pas appris finalement à interagir avec les autres ou à interagir sainement dans sa propre communauté. Il n'a pas appris non plus à se défendre, vous voyez. Il y a quelque chose de ce type-là. Leur société se structure principalement selon 3 castes. Les reines qui fondent de nouvelles colonies, les mâles ailés qui fertilisent les reines, et les femelles stériles et dépourvues d'ailes qui sont habituellement des travailleuses, des soldats ou des nourrices. Ensemble, les individus de la société incarnent l'unité, le sentiment du devoir, la division du travail et le labeur acharné. Les fourmis sont des constructeurs de talents qui peuvent nous aider à devenir les architectes de notre propre vie, c'est-à-dire à recréer nos circonstances en reprenant les choses à la base et à concrétiser nos rêves dans la réalité. Par rapport à sa taille minuscule, la fourmi est l'une des créatures les plus fortes au monde. Elle est capable de porter des charges faisant jusqu'à 50 fois son propre poids. Son esprit travailleur est dévoué et celui qu'il convient de rechercher lorsqu'on a besoin de motivation, en particulier au travail. Vous voyez, ça fait un peu penser au cornouiller. C'est-à-dire qu'il y a ce côté double, on voit la fleur, on imagine une fragilité, comme une fourmi. On voit la fourmi, c'est un tout petit insecte, et on se dit, bah, c'est fragile en fait une fourmi. Oui, de notre vision d'homme, c'est fragile une fourmi parce que c'est minuscule. Mais en réalité, voilà, les fourmis, alors leur force vient bien sûr du fait qu'ensemble elles sont plus fortes, mais une fourmi individuellement est capable d'un très dur labeur. Hein, voilà, elle peut porter jusqu'à 50 fois son propre poids. Imaginez-vous, multipliez votre poids par 50 et imaginez-vous le porter. Hein, c'est pas possible. C'est pas possible à moins d'être haltérophile ou je sais pas quoi là, ou d'être hyper musclé et voilà. Mais en réalité, très peu de gens peuvent le faire. Donc là, on vous dit quand même que vous avez déjà une force que peut-être vous sous-estimez, mais parce qu'on vous a peut-être sans doute toujours sous-estimé. Donc là, vous avez quelque chose à défendre, un projet, une idée, quoi que ce soit, et je pense que vous doutez de vous, et surtout vous avez aussi la peur du rejet. Mais là, par deux fois, j'ai ce sentiment d'un extérieur qui a l'air fragile, mais d'un intérieur qui est hyper fort, quoi. Il y a à l'intérieur de vous, il y a un guerrier, une guerrière qui sommeille, quoi. Vous êtes capable de tellement de choses, et les autres, en fait, ne s'en rendent pas compte, mais vous-même non plus, en fait. Vous vous sous-estimez énormément parce que vous accordez trop d'importance au regard extérieur. Et le premier regard extérieur qui a été posé sur vous, c'est celui de votre famille et de vos parents. Est-ce que ce regard-là vous a sous-estimé? Est-ce qu'on vous a toujours dit que vous n'étiez pas capable d'eux? Voyez, parce que ça aussi, c'est quelque chose, en fait, qui résonne encore à l'intérieur de vous en tant qu'adulte. Quelque chose à traiter ici. Parce que là, maintenant, vous êtes à un stade de votre vie où il va falloir montrer à Héra de quoi vous êtes capable. Vous voyez, Vulcain, il arrive avec ce trône qui est tellement magnifique, magnifiquement forgé, magnifique. C'est une œuvre d'art que Héra ne peut pas résister au fait d'accepter ce présent. Et alors qu'en fait, c'est un présent empoisonné, c'est un cadeau empoisonné. Mais comme elle a rejeté cet enfant parce qu'il était difforme et qu'elle pensait qu'il n'était capable de rien justement, voilà, Vulcain, dans sa vie, en fait, il a été tellement persévérant, voilà, il s'est formé longtemps et il a montré de quoi il était capable, en fait, à sa mère qu'il avait abandonné, quoi. Donc il y a comme une idée de revanche, en fait.
Il y a une idée de revanche à prendre par rapport à tous ceux qui vous ont sous-estimé jusque-là. Là, maintenant, on vous dit que, de toute façon, à l'intérieur de vous, hein, ce désir de montrer qui vous êtes vraiment, il prend de plus en plus d'importance, quoi. Hein. Donc, voilà. Oui, vous êtes peut-être d'une taille minuscule, ou vous avez l'air fragile, mais à l'intérieur de vous, vous pouvez porter jusqu'à 50 fois votre propre poids. Les fourmis sont de véritables maîtres lorsqu'il s'agit de surmonter des obstacles et de nature appliquée. Elles ont beaucoup à nous apprendre sur le pouvoir de l'effort véritable. Elles savent que le plus grand succès peut résulter de la patience et de la persistance, et elles nous inspirent à utiliser notre propre puissance pour voir ce que nous pouvons accomplir, en particulier au sein du collectif. Voilà, au sein du collectif, parce que oui, ça nous parle aussi du collectif. Donc, est-ce que vous avez ici une position, une place, quelque chose à défendre vis-à-vis d'un collectif? Donc, là, il ne s'agit pas de se noyer dans la masse, il s'agit de dire votre propre vérité et de l'amener au collectif, mais peut-être pour faire évoluer aussi le collectif, en fait. Hein, voilà, là, il ne s'agit pas de vous conformer, de vous taire, il s'agit vraiment de montrer qui vous êtes. Mais encore une fois, dans un but d'aider le collectif, quelque part. D'aider le collectif parce que tout ça, ça soignera aussi votre enfant intérieur. Le fait de sortir maintenant cette personnalité de vous, de dire qui vous êtes, de défendre vos opinions, votre business, votre territoire, ça va montrer aux autres que vous n'êtes pas si fragile que ça. Voilà mes chers amis, c'était le message du cornouiller ici pour vous. Alors j'espère bien sûr que cette guidance vous aura amené des pistes de réflexion, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que ça vous a apporté, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci beaucoup pour vos likes, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui le feront. Merci infiniment d'être là, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.